Bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue au Poker. Poker, votre émission de tous les jeudis, ça nous permet de tirer différentes cartes, les cartes politiques, économiques, sportives, scientifiques. Ce soir, nous allons tirer exclusivement une carte culturelle. Là-dedans, nous aurons certainement de la musique, de la littérature et du folk de chez nous. Poker reçoit ce soir pour vous, monsieur Eddy Gombe, il est acteur culturel. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Et bienvenue au Poker. Merci, c'est un plaisir d'être là. Alors, vous êtes acteur culturel, vous êtes connu sur la scène nationale et internationale. Je rappelle que vous êtes le fils de monsieur Jean-Pierre Ngombe. Jean-Pierre Ngombe a été un homme politique de ce pays, mais c'est lui qui a créé les éditions Tamaris, qui ont fait fureur dans ce pays parce que les grandes productions, tant nationales qu'internationales. Avec vous donc, nous allons parler de cette histoire, de cette culture. On va essayer de ressusciter un peu. Pour ceux qui sont nostalgiques, certainement, ils se souviendront. Mais vous êtes donc, comme je disais, fils d'un acteur politique et culturel. Est-ce que il y a quelque chose qui est resté en vous? Oui, forcément. Lorsqu'on est le fils d'une personnalité qui a marqué d'abord par la culture, parce qu'on va se rappeler que c'est celui qui a composé l'hymne national des pionniers, qui a été chanté. L'hymne des pionniers. Voilà. On dit national parce que c'était le mouvement national des pionniers. Voilà. Qui a été chanté dans toutes les écoles jusqu'à 91 et qui a été auteur de plusieurs chansons et qui a accompagné les artistes dans sa jeunesse. Par la suite, il a été un acteur politique important dans la jeunesse. Plusieurs fois ministre, leader de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, donc du MNP aussi autrefois. C'est important et dans la construction de l'enfant que j'étais, de l'adolescent, ça joue. Et ça renforce la personnalité qu'on peut avoir. Il disait une fois, je crois en 2019, que la politique est un sacerdoce, mais la musique une passion. Comment vous interprétez ça? Je suis d'accord avec lui. Sans passion, la musique comme la culture, on ne dure pas. Vous allez remarquer que dans le paysage culturel congolais, seuls les passionnés demeurent. Et c'est ceux-là qui traversent le temps. Moi, du haut de mon jeune âge, j'ai commencé en 92. Et je pense que de tous ceux qui étaient en 92 avec moi, je reste le dernier jeune, mais je reste comme le plus ancien aujourd'hui. On en parlera. Jean-Pierre Ngombe aussi a été, donc, vous avez dit, acteur politique. C'est tellement qui vous a transmis le fait que vous soyez un élu en France. C'était quoi cette aventure? Alors, le parcours politique n'est pas le même. La manière de militer au Congo et d'avoir une ascension politique était différente. Moi, je suis allé en France pour des études et c'est parce que je suis un citoyen qui aime m'impliquer dans la ville où j'habite par le biais des enfants, l'école. Donc, je me suis intéressé à la ville, aux activités de la ville et c'est comme ça que j'ai été repéré par la députée de la circonscription et qui était candidate à la mairie de la ville. Elle est venue me chercher parce que j'étais assez actif. Donc, le parcours est différent. Vous êtes élu et puis vous êtes allé à la mairie en France. Je suis élu et je suis allé à la mairie comme conseiller municipal. Dans le 77e. Dans le 77, donc Bussy-Saint-Georges, une ville très connue dans l'Est parisien. Et je suis allé comme conseiller municipal et j'ai eu la délégation de la jeunesse. Il faut noter que tout conseiller municipal n'a pas forcément une délégation. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la délégation de la jeunesse et j'ai trouvé ça comme un bon signe puisque mon père était lui-même un leader de la jeunesse autrefois dans ce pays. Le Congo, Kinshasa, le Congo-Brazzaville, on produit de la musique qu'on appelle la rumba, qui a été reconnue comme patrimoine culturel mondial. Est-ce que vous pensez qu'on en fait suffisamment pour démontrer au monde entier que la rumba, c'est de la bonne musique? On n'en fait pas assez. Moi, je pense que pour les efforts qui ont été fournis pour arriver à ce résultat, je trouve qu'on n'en fait pas l'usage. On ne se sert pas de cette grosse vitrine qui est la rumba. J'ai l'impression qu'elle a été reléguée encore au second plan. On s'est arrêté. Comme est la culture. Oui, on s'est arrêté là. Et je vais prendre un instant pour quand même rendre hommage à deux personnalités qui ont travaillé pour cette reconnaissance, qui sont des passionnés. On parlait de passionnés. On a tous des métiers différents, on a tous des formations universitaires. Et c'est le cas de Fumu Fila. Je pense que Fumu Fila serait vivant aujourd'hui. La rumba ne serait pas aussi morte. Et je rends aussi hommage à Cyriaque Basoka, qui était un grand producteur, un passionné de la musique. On n'en a plus comme ça dans le paysage. Je me dis que si ces deux personnalités étaient encore là, peut-être qu'avec la passion de Fumu Fila, il serait un peu de remis
ciel et terre pour que la rumba soit reconnue et soit entendue encore plus fortement. Pour les jeunes internautes qui nous suivent, puisque pour la plupart, vous avez entre 24 et 40 ans, selon nos sondages. Fumu Fila, dont on parle, était un grand journaliste culturel, mais il a beaucoup écrit aussi sur la rumba congolaise. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Tout à fait. Donc lui, on n'en fait pas suffisamment assez. On a célébré cette reconnaissance, Brazzaville et Kinshasa. Après, bon, finalement, on ne sait plus à quoi ça sert. On va aller vers la prochaine édition du Festival panafricain de musique, le FESPAM, que le Congo abrite depuis beaucoup d'années. Ça sert à quoi, le FESPAM? Je me suis posé la question. Et récemment, je discutais encore avec les artistes. Finalement, c'est pour les artistes qu'on le fait. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait arrêter avec le FESPAM, puisque dans sa structuration juridique, c'est creux. Et puis, dans l'expertise, on n'a pas d'expertise. On peut pas dire aujourd'hui qu'on a un process FESPAM qui s'applique année après année. Mais les artistes me disent qu'ils ont besoin de cette vitrine-là pour s'exprimer. Ou on change de structuration, de nom, et qu'on revoit les ambitions, entre guillemets, à la baisse pour être plus efficace. Mais le FESPAM tel qu'il est conçu et tel qu'il est mené ne remplit plus l'enthousiasme, la mission. Il coûte trop cher au Congo qu'on ne veut plus accompagner? Oui, parce que peut-être qu'on a... Mais vous vous imaginez qu'au FESPAM, tous les 2 ans, on achète des instruments, on s'équipe. Que font-on des éléments, des acquis précédents? Quel est le process? Chaque édition, on a l'impression de tâtonner. Et je dis ça pas pour jeter la pierre, mais lorsqu'on a un carnet d'adresses international, j'ai eu la chance d'être élu en France et de travailler dans beaucoup d'autres pays. Dans ces pays-là, on s'y prend beaucoup plus tôt. Et c'est même un peu dommage qu'on consulte ces personnes-là 1 mois, 2 mois. Ça renvoie une image de pas sérieux. Et lorsque cette image-là est véhiculée, vous n'avez pas les grosses pointures qui viennent vers vous. Est-ce que le fait d'aller lancer le FESPAM sur le plan international à Paris, au Brésil... Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce qu'il se passe au Congo. Il est panafricain. Pourquoi aller le vendre et puis, en Europe et de quelle manière? Quelles sont les retombées? En fait, après chaque édition, on devrait pouvoir s'asseoir et se dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a marché, est-ce que c'est bon ou pas bon, on renouvelle. Pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Sans faire offense même à la population de la Likwala, aller lancer le FESPAM à Infondo, on ne sait même pas quelle est la population culturelle d'Infondo, quels sont les groupes qui sont Infondo. Et l'année dernière, c'était, je crois, une autre ville, et on parle de rumba. C'était le thème rumba. Il n'y a rien de tout ça. Je suis un peu... perplexe. Je me demande si ça vaut encore la peine de continuer avec cet exercice. Est-ce que ça vous paraît étonnant que le directeur de FESPAM aujourd'hui, c'est quand même le directeur d'un autre festival, donc il a capitalisé l'expérience quand même, pour ne pas le nommer. Oui, je pense qu'il a réussi dans son festival. On va le reconnaître. Feu de Brazza, qui avait une vocation pour la musique traditionnelle, d'accord? Et ça tournait autour du potentiel congolais. C'est très bien. Maintenant, il ne faut pas forcément prendre cette expérience, la ramener au FESPAM sans s'ouvrir et sans s'intéresser aux enjeux. Bon, après, je ne connais pas les méandres, les mécanismes, parce que il y a des interventions entre le ministère et la direction du FESPAM. Je trouve que le FESPAM a perdu de sa superbe. Moi, j'ai travaillé pour le FESPAM comme prestataire en 96 pour Tamaris. La première édition. Et en 99 également. Je n'étais pas officiel, mais j'étais encore prestataire puisque Monsieur Ngombe était aux commandes. Et je trouve que entre ces éditions-là et maintenant, et même celles qui ont suivi par la suite, je trouve que à chaque année, est-ce qu'on continue comme ça? Je me demande. Alors, puisque nous y sommes déjà, vous parlez donc de votre arrivée dans la musique, je vais dire, dans la production de la musique. Mais d'abord, parlons du goût de la musique. Comment il vous est venu ce goût? Vous êtes jeune, vous êtes dans la cinquantaine aujourd'hui. Mais alors, comment c'est parti? C'est l'environnement familial. Très jeune, je disais, mon père était, parmi ses grands amis, il y avait Pamelo Monka. Oui. Pablito, c'est ensemble qui traversait à Kinshasa
pour vendre des textes, puisque c'était 2 étudiants et ils se connaissaient un peu le latin. Et à l'époque, la culture latine, ils écrivaient. C'est comme ça que Pamelo traversait. Et comme Pamelo chantait très bien, c'est comme ça que lui, il est plus parti vers la politique, vers le militantisme. Donc, c'est l'environnement familial. Et moi, j'étais gamin de 3 ans, 4 ans, quand je voyais Boalotine venir me porter ce genou. Mais il y a eu des déclics. Le premier déclic, c'est 76. L'album des 20 ans de Hockey Jazz. OK. Voilà. Quand je crois qu'on est en vacances en Allemagne, RDA à l'époque, c'était le pays, la bonne destination. Voilà. Et là, c'est écouter ce disque, mon père mettre ce vinyle, mettre son saphir, écouter un album du début à la fin, Liberté, Kamikaze, tous ces titres d'un trait, ça m'a marqué. Et puis par la suite, ça a été Papa Wemba. Au cinéma Vogue en 77, il vient faire son premier concert et mon père est leader de la jeunesse à l'époque, donc il impulse ça et je vois Papa Wemba, ça marque. Et après, est venu Pamelo et Younou Mabiala, dont je suis fan. Une année après la création du Viva la Musique en 76. Et 77 depuis, donc 77, en fin d'année, il traverse. Et puis, voilà, donc ces environnements-là marquent. Oui. Et puis lorsque mon père crée sa société de production, au départ, il y avait Surya. Voilà. Surya, qu'il a créé en fait pour une chanson testamentaire. Hein. Voilà, c'est ça. Mais après, il a pris goût. Voilà, il a écrit une chanson testamentaire où il rendait hommage au mort, il expliquait un peu les conditions de la mort, et c'était son testament. Quand on l'écoute, il donne des recommandations et il invite un peu les gens à vivre sur Terre avec un peu plus de modestie, avec ne pas oublier que nous sommes que des passagers et de se comporter comme vraiment de la meilleure manière que ce soit. Après, voilà, on a des failles, on a des erreurs, mais dans notre démarche, il faut qu'on soit un peu plus humble. Et cette chanson de 86, moi j'étais déjà tout gamin. Après l'école, souvent j'étais dans ses pattes. Je me suis retrouvé à l'IAD à cette époque, Aimé Languica a interprété, et c'est comme ça que j'ai découvert Freddy Kebano. Voilà la fièvre, je pense, le déclic m'intéressait à la construction d'une œuvre de l'esprit et à la commercialisation de cette œuvre-là. Voilà. Après, vous avez pris quand même des dimensions assez importantes, puisque vous êtes carrément à l'intérieur des éditions Tamaris. Comment se fait le transfert entre Jean-Pierre Gombe et Eddie Gombe, le fils? Le transfert se fait de façon un peu... Alors, fin 92, nous avons eu des départs dans la société. Un grand patron, un de nos directeurs qui était à Paris, quitte Tamaris, et celui qui était à Brazzaville. Parce que le siège social de Tamaris, c'était à Paris. C'est à Paris. C'était à Paris, 8 rue Gustave Rouanet, dans le 18e. Et donc, à ce moment-là, mon père me voit, moi j'étais encore étudiant, et désemparé. En gros, je me suis sacrifié, mettre une parenthèse dans ma vie, pour me mettre au service de la famille, mais c'était pas un sacrifice forcé. J'étais déjà passionné. Voilà. Donc, c'est là que je rentre dans Tamaris. Je n'étais plus le fils, j'étais devenu le salarié. Donc, avec des comptes à rendre, un travail à fournir et pour aller chercher les éléments ou accompagner les éléments déjà dans le catalogue. Et c'est ce que j'ai fait avec plaisir. Et alors, vous prenez la direction. Les premières productions, c'est quoi vos premiers contrats? Le premier album que je fais, c'est Gâteau Bivins. Gâteau Bivins. Azala Kiseawa. Ah, voilà. Voilà, parce que au début des années 90, c'est 92 carrément. 92. Parce que en 91, nous signons Wenge Musica, qui vient à Brazza. Kiné Bougé. Non, après Kiné Bougé, on était censé faire le deuxième album. Ça s'appelait Plein Feu. Donc il vient à Brazzaville, on travaille à l'IAD. Et c'est celui qui accompagnait à l'époque Wenge, qui s'appelait Alfred Zimbi, Alain Makaba étant en France, qui me disait, mais ton père est avec le hockey jazz, les taboulés. Tu es jeune, comme Wenge. Moi, j'ai un petit jeune qui est à Bobongo là-bas, qui fait de la musique que je forme, qui est bien. C'est comme ça qu'il nous présente Gâteau Bivins, que personne ne connaissait du tout. Et comme c'était un peu de ma génération, j'étais chargé d'accompagner ce produit-là. Et c'était ma première grande expérience. Avec Wenge aussi, puisque Wenge, j'étais déjà aussi avec Wenge. J'ai travaillé, c'est là où j'ai lié d'amitié avec JB Mpiana et Blaise Boula, une amitié qui est très longue jusqu'aujourd'hui. C'est ça mes débuts, comme producteur exécutif. J'étais pas encore tout à fait accompli, mais j'étais déjà dans les éléments. Donc j'étais. Mais quand même, après vous produisez Wenge, peut-être Gâteau Bivins aussi. Oui. Chez nous, il y a des jeunes aussi quand même. Véritable Mandoline, Viva Mandoline. Vous ne regardez pas de ce côté-là? Alors à l'époque, les groupes étaient liés déjà à certains producteurs. Je prends l'exemple de Rafa. Il avait son Max Tunde. Chacun avait déjà Lusaka Fula avait à l'époque il n'y avait pas encore même Extra Musica qui naissait avait déjà son staff. Donc, c'était pas évident. Et ce qui est vrai, c'est que nous, on avait 2 missions.
cherché à avoir des gros poissons pour asseoir notre notoriété et nos finances. Et vous avez regardé beaucoup plus du côté de Kinshasa. Hein? Oui. Kofi Pour cette Olomide raison. qui arrive. Après, Kofi Olomide arrive, on a Mayaoula qui arrive, on a OK Jazz, Lutumba. Vous avez produit Taboulé aussi. On a Taboulé, on a Chalamwana, on a Mbili Abel, on a Pépé Calais, on les a tous faits. Après, on est parti chercher Aïcha Koné, qu'on a fait. Après, l'ami. Est-ce que les Congolais savent tout ça, que vraiment, ici à Brazzaville, Tamaris, les éditions de Tamaris, on peut produire tous ces grandes stars de la musique congolaise, de la rumba congolaise. Alors, Kofi, Pépé Calais, Billy Abel, ils sont partis ici. Oui, ils sont partis ici. Pamelo Munka, oui. Donc, on a fait Mami Claudia. Voilà. Un très bel album. On a fait Pembe Chero. Donc, on a fait quasiment tout le monde à ce moment-là. C'est nous qui avons sorti le premier Fofana Mouladi. OK. Voilà encore une de mes contributions. Fofana Mouladi a produit tout seul en France, mais quand il rentre, il vient chez nous et c'est nous qui lui donnons cette impulsion-là que Fofana Mouladi a eue. Donc on a fait les Congolais, mais c'est vrai que, alors, je vais vous dire ça simplement, il y a ces deux écoles. Vous ne trouverez nulle part une chanson produite par Tamaris où on cite le nom de son producteur. Ouais. Mais on cite le nom de l'édition quand même. Voilà. Contrairement aujourd'hui, les panégyriques ou celui qui produit a forcément envie de se faire connaître. Donc, c'est deux démarches que moi j'ai aussi adoptées. Donc, tout ce que je fais, je ne cours pas. Vous êtes le héros dans l'ombre. Oui, parce que il faut pas oublier mais on cite l'édition, on voit dans voilà, les chansons c'est de Kofi, Tamaris, qu'on doit citer. Abissouria, que vous cite aussi. Oui. Pembe Chero aussi. Mais on dit pas Mayaoula aussi. On dit pas Ngombe à chaque fois. Moi, j'ai un peu ça. la petite maladie. Moi, je suis tombé un peu dedans. Mais à l'époque, c'était pas le cas. C'est peut-être pour ça que la grande communauté de la culture ne connaît pas tout le catalogue et tout ce que nous avons fait pour ce... Il n'y a pas que produire hein, pour le Congo. On a beaucoup fait, même en termes de droits d'auteur. On a beaucoup participé. La première brigade anti-piraterie créée dans ce pays, c'est Tamaris qui l'avait créée à ses frais pour traquer tous les pirates qui avaient dans les marchés. On va revenir sur ces grands sujets. Mais d'abord, Tamaris, IAD, ça se passait comment? L'industrie africaine de l'IAD, créée en 83 par un décret, avait pour mission de produire et d'enregistrer, de produire, enregistrer et diffuser. C'était ça la mission. Et ils ont bien fait, hein, parce que les disques comme les Mouvaro, ils ont fait l'IAD a fait du beau boulot. Beaucoup de disques, beaucoup de musiciens de Kinshasa venaient produire les disques ici. Je pense que dans le combat pour la rumba, l'IAD a joué un rôle extraordinaire, hein, des années 80 jusqu'à début des années 90. Et Tamaris n'était que client de l'IAD. Jusqu'à ce que l'IAD, ça aussi les gens ne le savent pas, en 92 a eu des problèmes. Donc on a créé une nouvelle société qui s'appelait Société Nouvelle IAD, à laquelle Tamaris était devenu l'actionnaire principal. D'accord ? Ce sont les événements malheureux qui sont arrivés qui ont cassé tout ça. Mais Tamaris était devenu actionnaire principal de l'IAD parce qu'on y croyait et c'était pour nous notre manière d'accompagner la culture comme on pouvait. Et parce que aussi à l'IAD, il y avait une usine de cassettes. À l'époque, les cassettes étaient le support le plus consommé. Voilà. Donc c'est le lien qu'on avait. On était client et après on est devenu actionnaire. Alors, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup produit, mais depuis, après, on vous voit plus, on vous sent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été victime, justement, des phénomènes comme la piraterie? Alors, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu d'abord parce que Tamaris avait son siège à Paris, mais avait sa grande implication au Congo. Il y a eu un premier événement de 93 qui a beaucoup joué. C'est là où moi, je deviens le directeur de Tamaris Congo et mon père et à l'étranger. Donc, toutes les productions Tamaris de cette période-là, c'est moi. Et après, il y a eu 97. Et là, ça a tout changé. Et puis, secondo, moi, j'avais fait, comme je disais, une parenthèse pour me consacrer essentiellement à Tamaris pour travailler. Mais nous sommes une famille qui aime les études, qui aime la culture, donc il fallait que j'aille reparte me former. Donc, je suis parti vers la France pour faire mes diplômes. Entre-temps, j'ai eu une envie de créer une société à moi, qui s'appelle Amaryllis Communication, parce que elle correspondait à ma vision. Au départ, je vous racontais que on me demandait de produire des jeunes parce que c'était pas ma génération. Et c'est comme ça que je suis parti vers les jeunes et que je commençais à travailler différemment avec une autre idée. Et je n'étais plus salarié de Tamaris. Chef frère, les temps ne sont plus les mêmes. Mais quand même, quelle est votre lecture? Vous avez produit les Kofi, vous avez produit tous ces... Ils étaient jeunes aussi à l'époque, les Gâteaux Buvins, jusqu'à ceux-là qui produisent la musique.
Quelle est la lecture Alors, il faut qu'on soit... Moi, je suis... dans les contenus? Dans le contenu. Après, on n'a pas le même âge. Je vous dis que moi, lorsque je commençais à produire, je suis le premier producteur de tambour de Brazza. C'était ma génération. C'était où il y avait du rap à l'époque d'un certain style. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont 20 ans. Cette musique-là correspond à leur état d'esprit. Ouais. Alors, il ne faut pas qu'on les blâme. Ce qu'il faut faire, c'est les accompagner. Et surtout, s'arranger qu'ils soient plus dans la musique. C'est-à-dire qu'ils apprennent la musique, parce que lorsque eux-mêmes auront un certain âge, il faudrait qu'ils mutent vers des musiques, des styles avec plus de musicalité. Il y a quand même 3 choses qu'on retient dans la musique d'aujourd'hui, on va dire. Il y a ces contenus. Là-dedans, on a des contenus plus ou moins obscènes. Il y a la litanie ou les chapelets des gens, des parents, des gens qui sont peut-être familiers aux musiciens. Et puis, il y a l'instrumentalisation. À l'époque, on a de la guitare, on laisse parler vraiment la guitare. Aujourd'hui, le tout se fond un peu. Est-ce que vous avez une critique là-dessus? Oui, bien sûr. Je reviens déjà sur la litanie de noms ou les panégyriques, chansons à la gloire d'une personne. C'est une partie des causes de la chute de la musique. Je vous donne un exemple. Vous avez un producteur qui vous prend, qui vous fait jouer dans un petit bar de poto-poto. Il vous dit, viens avec 500 000, on va faire du buzz. Et puis le gars, et un monsieur l'appelle le même samedi, parce qu'il a les moyens, il veut jouer, faire un truc autour de sa piscine, il lui donne 3 millions. Il ne viendra pas vers vous. Il ira vers cette personne-là. Mais cette personne-là, l'histoire nous a démontré que ces personnes ne durent qu'un temps. Parce que c'est lié à une activité qui se tienne, à une entrée un peu soudaine d'argent, un besoin de reconnaissance. Et les artistes suivent ça. Mais tous ceux qui ont suivi ça, au bout de 5-6 ans, ils ont disparu. Donc, il faut une pédagogie en disant aux artistes, vous pouvez faire cela. Le quotidien est difficile, je le comprends. Mais n'oubliez pas que c'est un métier. Et pour aller plus loin, faire une carrière comme Boyebanda Michel, comme Loko Masengo, comme Théo Blaise Kunku, comme Cosmos, il faut aimer le travail, il faut le faire, mais il ne faut pas suivre ces sirènes-là. Après, pour les textes, il faut absolument qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. La rumba, c'est une philosophie. Dans la philosophie de la rumba, il y a le texte et il y a le rythme. Est-ce que c'était une erreur? C'était se moquer que Koffi Olomide achète les textes de Wazekwa, ou bien que Franco et tous les autres qui acceptent des textes qui viennent de Brazzaville? Est-ce que c'est moquer d'eux quand même? Quand on ne sait pas écrire, est-ce qu'on ne peut pas acheter les textes? Mais il faut absolument prendre les textes chez des auteurs. Moi-même, je vous fais une confidence, moi-même, je suis auteur-compositeur. J'ai produit Doudou Kopa, qui est un bon compositeur, mais il a des chansons de Doudou Kopa qu'il a interprétées qui sont les miennes. Comme dans Wenge, j'ai donné à Madilu System. Mais je suis dans l'ombre. Quel est le plaisir? Un, c'est de faire reconnaître son œuvre pour les droits d'auteur. Deuxièmement, participer quand même dans l'ombre, à ce qu'une œuvre soit de qualité, et ça contribue à améliorer un peu les mœurs et la qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin des instrumentalistes comme des guitaristes, des grands guitaristes? Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'on en a encore besoin avec toute la confusion? Mais c'est dommage, parce que les chanteurs ne valent rien sur les instrumentistes. Croyez-moi. Quand vous avez quelqu'un comme Roga à la guitare, qui a fait beaucoup de choses. Oui. Après, c'est vrai qu'on oublie, hein, dans le brouhaha, on oublie parfois ce que ce monsieur a fait. Mais c'est pareil pour tous les autres instrumentistes. Moi, j'en connais, mais qui sont talentueux. Et à Brazzaville, ici, incroyable. Vous avez même des Mwanga Jagger, drummer, mais quelqu'un qui connaît la musique. Ils sont nombreux comme ça. Et on ne peut pas faire de la musique si on éteint les instrumentistes. Il faut les mettre en avant. Parlons de façon basique, ouais. Les droits d'auteur, tous les musiciens, ils produisent leurs chansons. Ils attendent certainement tous les 12 mois, sinon tous les 6 mois, passer à la caisse, se faire payer. Est-ce que ça se fait dans ce pays? D'après votre expérience. Ici, on paye. C'est pas comme il faut. C'est surtout aléatoire. Il faut que je vous fasse de la pédagogie. C'est mon souci. Les droits d'auteur ne touchent les droits d'auteur qu'un artiste qui a une œuvre déclarée, publiée, et faut-il encore que cette œuvre génère des revenus? C'est-à-dire, je vous donne faites-moi une top liste de chansons que vous écoutez. Ça veut dire que ces chansons-là sont exécutées par les bars, les radios, mais faut-il encore que ces radios payent? Donc, si elles ont payé, elles savent pourquoi elles payent. C'est à ce moment-là qu'on rémunère. Mais on ne peut pas payer
un des artistes parce que simplement il a déclaré être artiste. Pour cela, s'il ne génère pas de revenus, il faut créer des mécanismes, et ça existe, pour qu'on maintienne un certain niveau de rémunération pour ne pas qu'ils se retrouvent en incapacité de produire. C'est ça un peu. Et c'est quoi le mécanisme? C'est traquer les taximans et les chauffeurs de bus? Mais il faut des moyens de coercition. On peut pas seulement... Il faut la loi. Il faut les textes. La loi n'est pas assez forte. Il y a une loi de 82 oui. qui met le cadre, un décret de 86. C'est obsolète. Ouais. C'est obsolète parce que, je vous donne un exemple que je donne régulièrement, au conseil d'administration de cet arrêté, on dit que le conseil d'administration est composé d'un membre de l'URFC, de l'UJSC, de l'Armée nationale populaire, de la CSC. Je vous fais le dessin. Tout ça n'existe plus. Oui. Aujourd'hui, les gens siègent. Il n'y a pas de texte. On ne sait pas quel est le critère. Et les corporations ne sont pas représentées. Et surtout, on ne respecte pas tous ces mécanismes-là. Il faut à un moment donné s'asseoir parce que c'est dangereux ce qu'on fait. Parce que ceux qui contribuent à ça aujourd'hui, si demain ça change, ils vont se retrouver dans la position de ceux qui pleurent aujourd'hui. Ça va très vite. Est-ce qu'on dit souvent que Rafa Bounzeki, c'est peut-être l'une des causes de sa mort aussi, qui n'a pas touché à ses droits d'auteur pendant longtemps. Il s'est plaint. Il a même fait une chanson. Et beaucoup de musiciens sont dans cette situation. Regardez la jeune génération que vous décrivez là. Ces petits jeunes qui cartonnent ici, en France, partout. Ce sont les moins rémunérés. Il y a des gens qui sont rémunérés dont on est incapable de connaître même leurs œuvres. Et ça, quand on dit ça, c'est vrai que les corporatistes, mais il faut voir au-delà de nos personnes. Vous savez, ça, je le fais par passion. Moi, j'ai un autre métier. La musique, je garde parce que c'est mes tripes. Mais moi, j'ai fait une formation, j'ai une boîte de communication. Vous parlez j'ai fait mes études, j'ai travaillé en France. De communication. Voilà, j'ai fait communication, je suis diplômé dedans, j'ai fait le marketing, j'ai fait des assurances. Je travaillais pendant 14 ans dans les grands groupes d'assurance. Donc, j'ai d'autres métiers. Mais la musique, quoi que je ferai, ne me quittera pas. Et la culture en général, et surtout les droits. Donc, c'est important qu'on discute, qu'on améliore. Si ça se fait bien dans un pays, allons prendre exemple pour que le Congo gagne. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, la plupart des jeunes qui produisent leur musique, ils les balancent sur les chaînes YouTube où facilement les gens peuvent télécharger? Est-ce que c'est aussi un peu ce que vous avez connu dans les années 90, la piraterie, où facilement on jouit d'une œuvre sans avoir versé un franc? Là, c'est pas de la piraterie. Là, c'est une rémunération qui part sur des critères très compliqués parce qu'il faut déjà qu'on soit dans une zone qui soit monétisable, comme on dit. Et vous savez que les Congolais ne sont pas très nombreux. Internet, l'accès n'est pas encore assez populaire. Le coût est encore élevé. Donc, toutes ces choses-là, quand quelqu'un a 300 francs qui met son petit crédit, son premier réflexe, c'est WhatsApp pour vous donner des nouvelles et souvent pour vous demander un SOS. Donc, c'est difficile qu'on consomme musique comme ça. Donc, il faut trouver des mécanismes. Une chose est bien, parce qu'on ne va pas toujours dire du mal. En février l'année dernière, la ministre de la Culture a réuni un comité de spécialistes pour écrire la nouvelle loi. Celle de 82 devrait être remplacée. Donc, cet avant-projet de loi a été fait, rédigé. J'étais dans la commission. On a travaillé avec quelques experts. Il y a beaucoup d'avancées, là. Ah oui, justement, ça prend en compte maintenant toutes les nouvelles... les défis du moment. Les défis du moment, les modes de consommation. Et ça va intégrer les droits voisins. Ça va intégrer les plateformes de téléchargement. Et quand cette loi va passer, je pense qu'on aura soufflé un peu et on aura une vision. Après, on va s'adapter. C'est tout nouveau. Mais ce sera révolutionnaire, je pense. Parce que finalement, la culture, heureusement qu'il y a cette loi qui arrive. Sinon, la culture chez nous, ça ressemble un peu à quelque chose de folklorique, non? On pense un peu à ça. Le mot est bien trouvé. Hein? Parce que folklorique, c'est vraiment l'expression. Et moi, je le dis en lingala. Musique est le roi l'indala là. C'est-à-dire que le panier là, voilà. Ça annonce ou la mort, ou la fête. Après, circulaire, rien à voir. Or, malheureusement, c'est le cas, mais il ne faut pas qu'on oublie que la culture est une vitrine formidable. Quand on parle de la rumba, si vous lisez la convention des partis États de la rumba, tout ce qu'il y a comme avantage dedans, ce qu'on peut aller chercher comme financement, comme accompagnement, c'est incroyable, vous ne pouvez pas croire. Ce que le Brésil récolte, le Sénégal, tous ces pays-là, mais on peut faire des choses magnifiques. Et là, on parlait de la jeunesse avec les emplois des jeunes. Dans la culture, vous n'avez pas idée de ce que ça peut générer. La culture est un vivier incroyable pour la jeunesse. Et pour nous qui connaissons un peu ces mécanismes-là,
on trépigne d'impatience de ne pas pouvoir donner ce qu'on a. Et qu'est-ce qui freine alors? C'est la volonté politique. La volonté politique. Tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas de volonté politique, c'est nul. C'est ce que je dis souvent. Est-ce que c'est juste la volonté politique ou bien on ne sait pas que c'est une niche, c'est un vivier qu'il faut... Après, il y en a qui se contentent de la petite niche qui existe. Ils se disent, ah, mais c'est pas mal. Ça les arrange. Mais il faut voir plus loin. D'abord, on ne connaît pas. Et puis, c'est bien de reconnaître qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on va vers ceux qui connaissent. Et le jour qu'ils connaîtront réellement la valeur de la culture de façon générale, mais le Congo va rigoler. Poker, c'est souvent le temps qui passe très vite sans qu'on s'en rende compte. On va vers la fin de cette émission. On va peut-être terminer par la perspective aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une perspective vraiment pour la musique congolaise? C'est vrai, on voit Extra Musica qui galope, qui gagne des titres, qui monte, qui joue dans les grandes salles. Mais il y a aussi des jeunes qui arrivent parfois. Est-ce qu'il y a une vraie perspective aujourd'hui de la musique congolaise? Notre rumba. Nous avons la chance, de Brazzaville. nous avons les talents. Installés au Congo comme à l'étranger, on a des talents. On a les talents, on a les anciens qui ont fait leurs preuves, qu'on devait solliciter un peu plus. Et ce qui nous manque, c'est la politique culturelle. Je reviens à ça. La politique culturelle, c'est l'espèce de canevas. C'est ce qui nous définit. Et sans politique culturelle, on aura des individualités, des groupuscules qui vont émerger, mais la grande masse ne pourra pas en profiter. Et malheureusement, les plus jeunes ne pourront pas se développer et en gardant l'essence de notre musique qui vient du traditionnel et qui a été amplifiée par la rumba. Nous voyons tous comment nos artistes terminent presque un peu comme des clochards. On a vu le doyen Michel Boyibanda et d'autres aussi qui appartiennent à Bantou de la capitale et tout. Toutefois, c'est l'État qui vient en l'aide pour aider. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de créer une espèce de fonds pour les artistes congolais, pour les soutenir? C'est vrai qu'il n'y a pas que des artistes, il y a des sportifs, il y a tous ces gens-là qui ont représenté le Congo, qui ont fait vraiment briller le drapeau congolais à l'étranger, mais à la fin, c'est des gens sans moyens. Oui. Est-ce que vous partagez l'idée d'un fonds? Oui, je partage ça, parce que déjà, il y a la loi Motom sur l'artiste qui existe, mais qui n'a pas, qui n'a pas les décrets d'application. Là-dedans, on a beaucoup d'éléments à suivre. Assureur que je suis de formation, il faut qu'on mette de la prévoyance en place. Tous ces mécanismes qui me permettent de prévenir les accidents. Il faut absolument qu'on le fasse. Et il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de promotion culturel qui est dans cet avant-projet de loi qui doit venir. Là aussi, on devrait réfléchir à notre mode de vie à nous de Bantou. Le Bantou vit de solidarité. Même quand une personne aisée perd un parent, et pourtant il a tous les moyens pour le faire. Mais on va vers lui, on lui apporte quelque chose. Ouais. Encore plus pour ceux qui sont dans le besoin. Donc il faut absolument qu'on le fasse. Il faut que les artistes eux-mêmes se prennent en main. Récemment, on a enterré notre frère Régis Touba. Et je salue la mobilisation d'Extra Musica, aussi du grand frère, l'honorable frère Ngassakis. C'est un élan de solidarité parce que c'est une famille. Mais tous les musiciens n'ont pas une grande famille comme Extra Musica. Voilà. Mais c'est un exemple. Eddie Gombe, comment entrevoyez-vous la musique congolaise dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va disparaître? Est-ce qu'on restera toujours sur on ne disparaîtra pas. La musique ne peut pas disparaître tant que le Congo va exister. Je crois que c'est le chef d'État qui disait qu'on est résilient. Et souvent, il aime nous attirer notre attention sur la résilience. Souvent, de loin, on a l'impression que c'est un mot creux. Et puis, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais au-delà du constat, ça doit être le sentiment que chacun doit avoir. Résilient dans son quotidien pour sa vie, résilient pour sa corporation, résilient pour ce pays qui nous appartient tous. Il faut se battre pour ce Congo. Il faut se battre pour ce Congo, c'est donc le mot de conclusion de Eddie Gombe, notre invité de ce soir. Avec lui, nous avons parlé de la culture, essentiellement de la musique, dans sa production et dans sa promotion. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci et à jeudi prochain. Toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.